17 janvier 2024, le monde entier apprend que Catherine Middleton vient de subir une lourde chirurgie abdominale. Ce communiqué tombe, donc pour tout le monde c'est un choc. On sait juste que c'est une intervention quand même de taille, puisqu'on parle d'une hospitalisation de 14 jours. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pourquoi Kate et William ont-ils caché cette intervention ? Tout a été gardé secret jusqu'au dernier moment pour que l'intervention se passe loin des regards, loin de l'agitation. De quoi souffre la princesse de Galles ? C'est difficile de savoir pourquoi Kate Middleton est hospitalisée. On peut se laisser aller à 1000 spéculations. Pour mettre un terme au bruit de couloir, Kate décide de prendre la parole le 22 mars 2024. La terrible nouvelle tombe. À 42 ans, la princesse de Galles est atteinte d'un cancer. Le pays entier est sous le choc par cette annonce surprenante et bouleversante de Kensington Palace. Pourquoi avoir dissimulé cette information pendant plus de 2 mois ? C'est tout simplement un secret d'État. Kate et William laissent constamment planer le mystère sur leur vie privée. Que cachent-ils derrière leurs éternels sourires ? Quel est leur vrai visage ? William, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est le mec un petit peu cool, mais en coulisses, il a un tout autre tempérament. C'est quand même quelqu'un qui a 2 personnalités. C'est la personne hyper sympa devant les gens, mais une fois que la porte est fermée, apparemment, il est capable de colère noire. Comment Kate garde-t-elle ses secrets alors qu'elle est 24 heures sur 24 sous le feu des projecteurs ? Le meilleur moyen de faire face aux crises pour Kate Middleton, c'est de se taire. Elle a cet adage un peu « sois belle et tais-toi ». Alors cela, elle le fait merveilleusement bien. Elle est littéralement parfaite. Derrière cette image parfaite, Kate et William forment-ils un couple heureux ? Quel côté sombre de leur histoire veulent-ils dissimuler ? Le prince William aurait trompé Kate Middleton, qui pour la petite histoire, à l'époque était enceinte de Louis. William a fait tout pour que ce soit très vite étouffé. En 2021, Kate et William ont assisté à l'explosion de la famille royale avec le départ fracassant du prince Harry et de sa femme Meghan Markle. Pourquoi dit-on que Kate et Meghan se détestent ? Comment Harry est-il devenu l'ennemi de la famille royale ? La famille royale reste un domaine assez impitoyable. C'est Dallas à l'intérieur de ce palais, donc tous les coups bas sont permis. La famille est très dysfonctionnelle. Il y a des familles où les relations sont plus apaisées. Pourquoi William et Harry ont-ils rompu tous leurs liens ? Sous ces airs angéliques, William serait-il le seul responsable ? On sait qu'il n'a pas hésité à en arriver aux mains, avec son frère le prince Harry d'ailleurs, qu'ils se sont battus. Le jour au lendemain, on lui a dit « tu peux partir ». Et tout cela sur décision quand même, on le sait maintenant, plus de William que de Charles ou d'Élisabeth. Malgré leur apparence simple, Kate et William baignent dans le luxe et l'opulence. Comment vivent-ils au quotidien ? Et avec quels moyens ? Combien pèse un prince de Galles ? Eh bien, ça pèse très lourd, puisque William est milliardaire. Quelle famille forment-ils avec leurs enfants, George, Charlotte et Louis ? Ils ont fait des enfants de papier glacé, des enfants de magazine. Ce sont des enfants qui ont été observés par le monde entier, déjà à leur jeune âge. Ces 3 enfants peuvent-ils vraiment grandir normalement ? Georges, un jour il sera roi, ça lui plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. Kate et William ont toujours vécu dans l'ombre du souverain. Alors que le roi Charles III souffre d'un cancer, sont-ils prêts à régner ? J'espère que la révolution de Charles III va être de comprendre, d'accepter l'idée que ce que l'on attend, que le monde attend, c'est littéralement William et Kate sur le trône. Depuis 20 ans, le prince et la princesse de Galles forment un couple hors norme, avec leurs moments de bonheur, mais aussi leurs failles. Alors, Kate et William, anges ou démons, qui sont-ils vraiment ? « 14 janvier 2024, le monde entier apprend avec stupeur que Kate Middleton est hospitalisée. La plus populaire de la monarchie, la princesse de Galles, a été hospitalisée et son état semble très sérieux. Sur les réseaux sociaux, le palais de Kensington annonce dans un communiqué que la princesse de Galles vient de subir une intervention chirurgicale de plusieurs heures au niveau de l'abdomen.
Ce communiqué tombe, donc pour tout le monde, c'est un choc. On sait juste que c'est une intervention quand même de taille, puisqu'on parle d'une hospitalisation de 14 jours et d'un repos total de 3 mois. Personne n'était au courant. On l'avait vu encore dernièrement pour son concert de Noël, puis à la messe à Sandringham pour Noël également. Et depuis, elle se faisait rare, voire inexistante. C'est la première fois que Kate a un problème de santé, puisque, à l'exception de ses 3 grossesses, on n'a jamais connu duchesse devenue princesse à l'hôpital. Très vite, l'inquiétude grandit, car le palais ne donne aucun détail et l'attitude de William est alarmante. Dans la demi-heure, on apprenait que William avait annulé tous ses engagements pour les 15 jours à venir parce qu'en fait, il va aller à l'hôpital voir sa femme, il va emmener ses enfants voir leur mère. Donc nous, ce qu'on en déduit, c'est que c'était pas prévu. Donc c'est pas une opération qui était prévue, qui était programmée. Donc est-ce que c'est une urgence? On a The Telegraph, qui est un journal britannique très sérieux, qui a juste précisé ce n'est pas cancéreux. Ok, c'est pas beaucoup plus rassurant pour autant. C'est entouré de mystères, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Kate Middleton? De quoi souffre-t-elle? Pourquoi cette opération? On est quand même sur un temps d'hospitalisation qui est assez long. Est-ce qu'ils sont particulièrement prudents parce que c'est la future reine d'Angleterre? Est-ce que son opération était si lourde qu'elle nécessite autant d'hospitalisation? Il y a beaucoup de points d'interrogation et c'est pas forcément toujours bon signe. Impossible de savoir de quoi a été opérée la princesse de Galles. Face à tant de mystères, la presse imagine toutes les hypothèses. Certains médias pensent à une maladie liée à l'extrême minceur de Kate. On a suspecté Kate de souffrir de cette maladie des princesses, à savoir l'anorexie, dont a souffert entre autres une Victoria en Suède, une Laetitia en Espagne. Vous savez, c'est quand même terrible de se retrouver en une des médias du monde entier, de voir vos photos en permanence étudiées. Eh bien, il est vrai que Kate a presque reconnu dans un cercle privé qu'elle avait un petit problème avec l'image. Et Kate est soumise justement à une énorme charge de stress. On ne se l'imagine pas comme ça, mais être parfaite comme ça tous les jours, c'est éreintant, c'est fatigant. Quelque part, ça joue sur votre santé, ça joue sur votre morale. Ce qui lui arrive en ce moment n'est absolument pas anodin. À cause de cette extrême minceur, la 3e grossesse de Kate aurait endommagé ses abdominaux. La princesse aurait peut-être subi une chirurgie réparatrice. D'après les bruits qui circulent et les médecins, il s'agirait d'une diastase abdominale, c'est-à-dire d'un mal dont peuvent souffrir les femmes qui ont eu des grossesses un peu douloureuses. Mais certaines rumeurs sont plus inquiétantes. Le temps d'hospitalisation et de convalescence particulièrement long de la princesse ferait penser à une opération bien plus grave. Kate aurait subi une hystérectomie, soit l'ablation de l'utérus. C'est un bruit qui circule et qui nous dit aussi qu'une 4e grossesse pour Kate sera désormais quelque chose de très compliqué. L'hospitalisation de Kate fait trembler les médias britanniques. Et une autre nouvelle ne tarde pas à tomber et elle va les faire paniquer. Folle semaine, en tout cas pour les Windsor, puisque 90 minutes plus tard, la même journée, c'est cette fois le palais de Buckingham qui nous informe que le roi, lui, sera opéré dans les jours qui suivent de la prostate. Et on sait d'ailleurs que s'il a révélé ce genre d'informations médicales, c'était pour pousser les hommes à aller se faire dépister. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a beaucoup de détails pour Charles et très peu pour Kate Middleton. Kate ne donne aucun détail sur sa santé. Elle est la femme la plus photographiée au monde et pourtant la plus mystérieuse. Tout a été gardé secret jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Tout simplement pour que l'intervention se passe loin des regards, loin de l'agitation, puisque quelques minutes après le communiqué, il y avait déjà les médias du monde entier qui étaient en train d'affluer devant la London Clinic et que dès le lendemain, la presse du monde entier s'est entichée de cette information-là. Durant de longues semaines, les médias sont à l'affût de la moindre information.
Face aux rumeurs les plus folles, la princesse de Galles finit par publier une photo d'elle entourée de ses 3 enfants le 10 mars 2024, jour de la fête des mères en Angleterre. Cette photo de magazine aurait dû rassurer l'opinion, mais elle va avoir l'effet totalement inverse. Elle provoque un scandale à l'échelle planétaire, car les agences de presse s'aperçoivent très vite que la photo a été retouchée à plusieurs endroits. La photo a été falsifiée. Cela donne une mauvaise image de la famille royale, car Kensington n'est plus une source fiable d'informations, et ses méthodes ressemblent à celles de la Corée du Nord ou de l'Iran. Une erreur de communication monumentale. En 20 ans, Kate n'a jamais commis un seul faux pas. Cette maladresse oblige la princesse de Galles à s'excuser publiquement. Comme de nombreux photographes amateurs, j'expérimente la retouche d'image. Je voulais m'excuser si la photo de famille que j'ai partagée hier vous a dérangé. Cette photo mal retouchée alimente encore plus les rumeurs complotistes et laisse penser au pire. Quel est le véritable état de santé de la princesse ? Le 22 mars 2024, Kate sort finalement de son silence 2 mois après son opération. La terrible nouvelle tombe. La princesse de Galles annonce être atteinte d'un cancer. Nouvelle choc venant d'Angleterre, la princesse Kate, 42 ans, révèle être atteinte d'un cancer. Nous allons revenir sur l'annonce de Kate, révélant son cancer au grand public et disant qu'elle est soignée grâce à une chimiothérapie préventive. C'est après sa chirurgie abdominale que les médecins ont découvert le cancer. Le pays entier est sous le choc par cette annonce surprenante et bouleversante de Kensington Palace. 1 mois seulement après la révélation du cancer du roi Charles III, cette information fait l'effet d'une bombe. La princesse se veut néanmoins rassurante. Sa chimiothérapie préventive se passerait bien. Elle est entourée d'une armada de médecins et surtout de William et de son beau-père, le roi Charles III, qui s'enquiert régulièrement de sa santé. Mais qu'adviendrait-il de la monarchie si Kate venait à succomber de sa mystérieuse maladie ? Si Kate Middleton venait à mourir brutalement, en tout cas plutôt que ce que l'on pensait, ça serait un terrible drame pour la famille royale et aussi pour la population. On peut s'imaginer un retentissement aussi fort que Lady Di. Émotionnellement parlant, ce serait un cataclysme et on pense bien qu'on connaîtrait à nouveau le traumatisme qu'il y a eu après les funérailles de Diana, puisque à l'heure actuelle, n'ayons pas peur des mots, Kate est la personnalité la plus populaire du clan Windsor. En revanche, il ne se passerait pas grand-chose d'un point de vue protocolaire, puisque Kate, étant princesse de Galles par mariage, ça ne viendrait absolument pas interagir et bousculer l'ordre de succession au trône. Malgré sa très grande popularité, Kate agit avec discrétion et dignité. Elle n'en dévoilera pas plus sur la nature de son cancer. C'est tout simplement un secret d'État. On ne sait pas ce qui se passe. On a appris presque 1 an et demi après la mort d'Élisabeth II comment elle est décédée, à savoir très paisiblement dans son sommeil. Voilà, ça a pris 18 mois pour qu'on sache qu'une dame de 96 ans s'était éteinte dans son sommeil. C'est ce sentiment que, en anglais on dit control freak, que tout est contrôlé, qu'on lâche pas les chevaux. Kate et son mari William contrôlent leur communication dans les moindres détails. L'image, c'est leur fonds de commerce. Fais attention à ce que tu dis parce qu'ils nous filment. Je sais! Ils sont les premiers membres de la famille royale à créer leur chaîne sur les réseaux. La vidéo de l'annonce de l'ouverture de leur chaîne sur les réseaux a cumulé des centaines de milliers de vues en quelques heures. La chaîne semble dévoiler les coulisses de leur vie de couple et de leurs devoirs royaux. En utilisant les réseaux, le couple donne un coup de jeune à la monarchie. Et surtout, cela leur permet de se montrer sous leur meilleur profil, car chez les Windsor, il est interdit d'afficher la moindre faiblesse. Est-ce qu'on peut être trop parfait? Eh bien moi j'ai tendance à penser que oui. Ce couple manque d'aspérité, il est extrêmement lisse, il fait tout comme il faut, mais très lisse au point d'être presque robotique. Et on a le sentiment, lorsqu'il parle, qu'il y a toute une armée d'attachés de communication, de spin doctors, comme on dit en Grande-Bretagne, qui sont en train de leur souffler leur texte.
Qu'elle soit sur son lit d'hôpital ou en chimiothérapie, Kate doit avoir l'air parfaite. William aussi doit toujours garder le sourire en toutes circonstances, même s'il apparaît désormais seul lors des sorties officielles. Impossible de montrer un signe de tristesse ou d'inquiétude. Ils doivent rester parfaits tous les deux, Kate et William, souriant à la foule, allant à droite à gauche pour échanger quelques mots. Ravie de vous rencontrer. Kate, vous êtes très belle. Vous êtes gentille. Leurs discussions avec le public se résument à échanger quelques banalités sans conséquences. Impossible de parler politique, argent ou maladie, au risque de porter préjudice à la monarchie. Bonjour tout le monde, ravie de vous rencontrer. Les Britanniques, de toute façon, sont les pros de ce qu'on appelle le small talk, donc c'est-à-dire poser des questions un petit peu banales. Et donc, pour ça, Kate et William sont les champions. Comment va le prince George? Est-il gardé par votre maman ou par une nounou? Par une nounou. Et j'espère qu'il a été sage. On va leur poser une question, bien sûr, si elle n'est pas trop personnelle, ils vont y répondre et ils vont pas hésiter à vous donner des petits détails sur, par exemple, leurs enfants, ce qu'ils ont pensé de Noël, ce qu'ils ont pensé du couronnement. Par exemple, on se souvient de William qui avait confié au monde entier que son père avait eu mal aux fesses lors de son couronnement. Ce sont des petites infos qu'ils n'hésitent pas à donner parce qu'ils sont justement très accessibles. Qu'est-ce que vous vous êtes fait au bras? Je l'ai cassé. Pas récemment, j'espère. C'était lors de ma fête d'anniversaire. C'était une très bonne fête alors. J'espère pouvoir signer votre plâtre plus tard. Une accessibilité de façade très contrôlée. Le célèbre acteur américain Rami Malek a lui-même été témoin du poids du protocole lors d'une simple conversation avec Kate. On a discuté, je l'ai regardée et je lui ai dit « Vous devez être épuisé ». Elle m'a répondu « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Vous venez juste d'avoir un bébé ». Elle a été surprise et elle m'a dit « Vous, comment allez-vous » d'une façon très élégante, mais elle m'a lancé un drôle de regard. Mais ils doivent être tout le temps dans le contrôle. Non, mais c'était cool, car elle a baissé sa garde pendant une seconde. Le couple est en constante représentation. Pour garder cette image immaculée, rien ne doit fuiter dans la presse. Alors, pour éviter tout débordement, Kate et William mèneraient la vie dure à leurs 50 employés. Pour travailler avec la famille royale, il faut avoir bien sûr la bouche cousue. On n'a pas le droit de parler, on ne peut pas révéler les coulisses, puisqu'il faut garder ses secrets. Eh bien, on signe des contrats de confidentialité et des contrats de confiance. Et autant dire, quand ce contrat-là est brisé, ça vous coûte cher. Et quand vous vous engagez, c'est pas seulement sur la durée du contrat, c'est toute votre vie. Et quand vous regardez bien, c'est vrai qu'il y a peu d'employés qui sont allés un petit peu déballer des choses dérangeantes pour la famille royale. Personne ne s'épanche, pas même un valet de pied. Parce que finalement, quand vous rentrez dans la famille royale, que vous soyez membre du personnel très proche, vous rentrez au monastère. Vous faites vœu de silence. La pression est telle qu'aucun membre du personnel n'a ébruité l'hospitalisation ou le cancer de Kate par peur des représailles. La presse ne doit rien savoir s'ils ne l'ont pas décidé. Kate et William verrouillent tout. La moindre information, même minime, est gardée sous contrôle. Romain Lécroire, le créateur de la dentelle de la robe de mariée de Kate, n'a même jamais su à qui sa création était destinée. Sans le savoir, on a fait la dentelle effectivement pour le mariage de Kate Middleton et on ne l'a su que le jour J, au moment où elle sortait de sa voiture. Nous ne savions pas qu'effectivement notre dentelle allait être portée par Kate Middleton, parce que tout est secret. Si tout est gardé secret, c'est parce que Kate et William redoutent avant tout la mauvaise presse. Ils ne supportent aucune critique et n'hésitent pas une seconde à mettre la pression sur les médias. On n'a jamais de photos de Kate Middleton allant faire du shopping avec ses enfants, alors qu'on sait qu'elle le fait, puisque régulièrement, on a des témoignages de gens. On n'a jamais de photos de Kate et William qui allant dîner au restaurant avec des amis, enfin, comme tout le monde le fait, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont régulièrement dîner dans un pub pas très loin de leur maison de Hanmer Hall. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il y a un pacte avec la presse, c'est un pacte qui a été fait au moment de la mort de Lady Di, entre la famille royale et la presse britannique, qui dit « on arrête ».
on arrête, on les laisse grandir tranquilles. Et c'est quelque chose qui, en fait, a perduré. La presse n'a pas respecté ce pacte à 2 reprises. Le premier dérapage a eu lieu en 2012. Un magazine français a osé franchir la limite. C'est une Kate seins nus qui se retrouve en couverture. Foudrage, William n'a alors rien laissé passer. Et dès qu'il y a des petits écarts comme ça de la part de la presse, William n'hésite pas à porter plainte et à aller jusqu'au procès. Et généralement, il gagne ses procès. Et ce type de médias savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils s'y frottent parce qu'ils vont s'y piquer. Et l'amende est salée. Le couple obtient un lourd dédommagement, 145 000 €. En 2019, c'est cette fois un tabloïd anglais qui ose à nouveau briser le pacte. Les accusations sont graves. Il affirme que William aurait trompé Kate avec une des meilleures amies du couple, la marquise Rose Henbury. Rose Henbury, c'est une marquise, c'est une femme très belle qui a été mannequin. Elle est mariée donc à un marquis qui a 20 ans de plus qu'elle. Comme la bonne société britannique, ils se reçoivent régulièrement, ils sont amis, ils ont des enfants qui ont à peu près le même âge. Et donc le Sun révèle que d'après leurs informations, le prince William aurait donc trompé Kate Middleton, qui pour la petite histoire à l'époque était enceinte de Louis, avec cette fameuse Rose Henbury. C'est une histoire qui est assez compliquée, enfin c'est assez compliqué de dénouer un peu le vrai du faux. L'important dans cette affaire, c'est à quel point l'affaire a été cachée. Kate Middleton n'a pas parlé, Rose Henbury n'a pas parlé non plus. Cette affaire, elle a vite été mise sous le tapis. William a fait tout pour que ce soit très vite étouffé. Il a envoyé du papier bleu partout, il a envoyé les avocats. Face à la pression du prince, le journal anglais retire son article 2 heures seulement après sa mise en ligne. On ne saura jamais si William a vraiment trompé sa femme. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est que Kate, comme toujours, a gardé le sourire et n'a rien laissé paraître. Le meilleur moyen de faire face aux crises pour Kate Middleton, c'est de se taire. C'est de suivre la devise d'Elisabeth II qui est « Never explain, never complain ». On ne dit rien, on passe son chemin. Rien n'a absolument trahi le visage impassible de Kate. Dans le fond, Kate était bien au-dessus de tout cela. Et pendant que William, à la limite, batifolait, eh bien Kate, elle, passait son temps à réaliser des croquis, des joyaux qu'elle porterait le jour où elle sera sacrée reine. En public, Kate et William gardent leur éternel sourire malgré les scandales. Mais en privé, tous les coups bas semblent permis. Et nous ne savons finalement que très peu de choses sur leur personnalité, à commencer par celle de William. En public, c'est un animal de sang-froid. Il garde le travail chevillé au corps. Seul compte la couronne. Il est carré, il a fait une carrière militaire. Ensuite, il était pilote d'hélicoptère pour sauver des gens. Maintenant, il se consacre à la royauté. C'est pas un grand intellectuel et c'est pas un grand créatif. C'est pas faire insulte de lui dire que c'est pas celui qui va imaginer la monarchie de demain. C'est quelqu'un qui aime sa famille, beaucoup, qui va aimer les montres, les motos, mais par exemple, il n'est pas du tout comme son père dans les débats d'idées, dans un goût pour l'architecture, pour la littérature, pour le théâtre, même pour la religion. On ne voit pas William à la messe tous les dimanches. C'est un homme qui est un pragmatique, qui est devenu un bon professionnel de la monarchie. Le public a vu grandir William. Son enfance a été scrutée à la loupe. La planète entière a été touchée par ces images tragiques des 2 princes suivant le cercueil de leur mère en 1997. Mais derrière son air timide et son physique athlétique, il cacherait une toute autre personnalité. En réalité, dans la sphère privée, il se dit quand même que c'est un homme qui a beaucoup de tempérament, qui a trop de tempérament. Comme Charles III, souvenez-vous, au moment du couronnement, il est irrité par le stylo, il envoie tout valser. Et bien, c'est un peu la même chose. On sait que derrière les portes fermées, en fait, c'est quelqu'un qui a un caractère de la vie générale difficile, qu'il est capable de colère assez homérique, qu'il a par exemple absolument aucune patience. Il sait exactement ce qu'il veut et il veut que ça aille vite. Il veut qu'on comprenne rapidement ce qu'il veut, il n'aime pas beaucoup attendre. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Depuis tout petit, William, tout comme Charles III l'a été, est élevé avec cette perspective de nounous qui lui disent « Sois sage, plus tard tu seras roi ». Tu
Tu seras le chef de cette galaxie Windsor, qui est la première famille sur Terre après celle de Dieu. Comment voulez-vous parfois ne pas péter un câble? Donc voilà, on est vraiment sur un roi côté face extrêmement stable, et c'est exactement ce qu'on demande à un futur roi. Et côté pile, voilà, faut pas non plus trop traîner quand il demande quelque chose. Ce tempérament de feu, le prince de Galles se l'est forgé depuis son enfance, marqué par les drames. Je pense que le prince William, il a été longtemps malheureux, longtemps triste. Il a eu une enfance très compliquée, avec ses parents qui se déchiraient. Rappelons quand même que William a grandi avec une mère fragile. C'est lui qui passait les mouchoirs en papier sous la porte de la salle de bain lorsqu'il entendait Diana qui pleurait de l'autre côté parce qu'elle venait d'être trompée par Charles, parce qu'elle venait d'être trahie, parce qu'elle le détestait. Kate Middleton lui a permis de démontrer qu'une femme peut être forte. Il sait qu'il doit être parfait. Il a choisi avec Kate Middleton une épouse parfaite, une épouse qui est la digne héritière d'Élisabeth II. William a aussi choisi une épouse très ambitieuse, qui n'a pas peur du poids de la couronne. C'est la seule à avoir voulu décrocher ce job. Elle a tout fait pour le décrocher, elle le fait merveilleusement bien. Elle a une main de fer dans un gant de velours. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, même sous ses apparences un peu timides. Elle mène les choses et elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Kate a plus envie de devenir reine que William a lui envie un jour de monter sur le trône. C'est-à-dire que c'est un homme qui a accepté son destin, parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Elle a choisi son destin. Pour y arriver, Kate n'a jamais rien laissé passer. Elle n'attend qu'une chose, monter sur le trône. Kate, en 3 mots, c'est le professionnalisme, le glamour et le contrôle. C'est-à-dire qu'on est sur l'anti-Diana, qui a été jetée au lion à 19-20 ans. C'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Elle a eu cette intelligence de comprendre que la monarchie n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est celui de l'image. Elle le fait très très bien. Elle a cet adage un peu « sois belle et tais-toi ». Alors cela, elle le fait merveilleusement bien, mais ça peut donner en effet un côté peut-être un peu trop lisse. Elle est littéralement parfaite. Et c'est vrai que parfois, on voudrait un peu que le vernis se craque. Mais chez les Windsor, les apparences sont trompeuses. À l'instar de William, Kate cacherait elle aussi bien son jeu. Il y a des employés qui ont vendu la mèche et qui ont dit que quand à la maison ça s'échauffait un petit peu, ce n'était pas des petites disputes, c'était tout de suite très volcanique, ça part dans les tours, on se jette des objets au visage, on se lance des noms d'oiseaux, et on n'hésite pas à se balancer des horreurs. Donc ça, ce sont des images qu'on n'imagine pas du tout chez Kate et William, puisqu'on les voit justement tout le temps souriants, tout le temps parfaits, impeccables, mais une fois qu'ils sont à la maison, les masques tombent. Dans le privé, le couple ne s'épargnerait donc pas. Ils vivraient en permanence dans la compétition, chacun voulant être meilleur que l'autre. Il peut exister parfois une course à la popularité entre Kate et entre William. Il se dit d'ailleurs qu'une passion qu'ils ont, c'est le tennis. Ils aiment jouer au tennis. Et bien que s'ils jouent au tennis ensemble, forcément, il y en a un des deux qui va briser sa raquette au sol, puisqu'ils sont dans la compétition tous les deux. Ils adorent gagner. C'est d'ailleurs ce qui les a rapprochés. C'est ce côté vainqueur, c'est ce côté winner. Lui, d'un côté, veut être meilleur qu'Élisabeth II, et elle, un jour, a dit, moi, un jour, je vais inscrire mon nom dans l'histoire. Depuis toujours, Kate Middleton voit grand. Cette ambition, elle la tient de ses parents, Michael et Carol Middleton. Kate Middleton vient d'un milieu simple, de ce qu'on appelle la classe moyenne, mais il faut savoir quand même que ses parents ont grimpé l'ascenseur social. Son père, quand il a rencontré sa mère, il était agent à la British Airways, et donc sa mère était hôtesse de l'air. Et donc, ensemble, ils ont bâti un empire qui s'occupait de vendre des accessoires de fête, et ça a cartonné. La famille Middleton devient multimillionnaire en quelques mois. Et c'est la mère, Carol Middleton, qui prend en main le destin de ses enfants, et particulièrement celui de Kate. Elle l'inscrit dans les meilleures écoles anglaises. D'abord le collège UP de Marlborough, puis l'université de St Andrews en 2001. Carol ne choisit pas par hasard cette université, c'est la même que celle du prince William. Carol Middleton a tout fait pour qu'elle soit inscrite en même temps que le prince William. Kate devait aller à l'université d'Édimbourg. Elle a finalement décidé de faire le choix de St Andrews.
qui est une moins bonne université. Et surtout, elle a fait une année sabbatique pour être certaine d'être dans la même promotion. Et surtout, elle a choisi l'histoire de l'art, quand on a su que William allait choisir l'histoire de l'art. En coulisses, Carol Middleton, avide de pouvoir, mènerait le jeu. Car cette mère, élevée dans une famille modeste, ne souhaite qu'une chose, que ses filles atteignent les sommets. Il y a quand même cette volonté dans cette famille de s'élever. Et de génération en génération, ils y arrivent. Kate Middleton et Pippa, sa sœur, elles ont été surnommées les sœurs glycines, c'est-à-dire les sœurs qui s'accrochent au mur et qui grimpent pour justement y arriver et pour gravir les échelons. À l'université, Kate repère William et fait tout pour se rapprocher de lui. Pour William, le déclic se produit lors d'un défilé pour une association caritative auquel participe Kate. Elle sait très bien que William sera assis au premier rang. Eh bien, on dit que c'est la mère de Kate qui lui susurre à l'idée de se dire non seulement tu pourrais défiler, mais la petite robe qu'on te propose, c'est vrai, elle est pas mal, mais si tu défilais même peut-être sans la robe, et si tu défilais uniquement avec la combinaison de la robe, chose que Kate va faire. Et là, William, il avait déjà repéré Kate, mais là, il est subjugué parce qu'il la voit vraiment en petite tenue, donc il est tout émoustillé, puis ça va très vite se concrétiser. Bah bravo, Carole, elle a vu juste, puisqu'on dit que le soir même, ils ont échangé leur premier baiser. Carol Middleton le sait, William est à l'époque le célibataire le plus convoité du royaume. Par quels moyens une roturière a-t-elle réussi à conquérir le futur roi d'Angleterre ? Toutes les petites amies au préalable de William avaient des noms à n'en plus finir, aussi longs que leurs jambes d'ailleurs. Hein. Eh bien non, c'est Kate qui va décrocher ce Graal incroyable. Pourquoi ? Parce que d'emblée, elle va harponner William en lui montrant qu'elle est terriblement saine, qu'elle est issue d'une famille aimante. Elle va lui donner le foyer que William n'a pas connu. C'est pour ça que William aime tant les Middleton. Parce que les Middleton, c'est une base arrière. Finalement, quand vous êtes membre de la famille royale et que vous avez toute cette attention, et que vous ne pouvez pas appeler votre père ou votre grand-mère comme ça, il faut prendre rendez-vous. En plus, c'est pas une famille qui a l'air très aimante, très chaleureuse. Tout d'un coup, quand vous débarquez dans une famille, certes aisée comme les Middleton, mais qui est une famille de la classe moyenne à l'origine, voire très modeste pour les grands-parents, finalement, vous êtes dans un vrai foyer. Enfin, je pense que William, il a été heureux de pouvoir regarder la télévision le dimanche après-midi avec son beau-père, de voir sa belle-mère et celle qui allait devenir sa femme s'activer en cuisine. En fait, c'est la vie normale. Ça lui a fait du bien. C'était quelque chose de simple. Parce que ces gens-là aussi ont besoin. Hein. Plus vous êtes, on vous ouvre les portes, vous êtes sur des tapis rouges, votre dîner est servi, enfin tout ça, vous ne faites rien de vous-même. À un moment donné, vous avez aussi envie de vivre simplement. Pendant plus de 2 ans, c'est en secret qu'ils vivent leur relation à l'abri des regards. Et ce n'est qu'en 2003 que la monarchie officialise le couple. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont mis en couple et on s'est dit, bon bah ça y est, il a trouvé la bonne, il va la demander en mariage. Mais non, elle a ramé pendant des années, ça a duré 8 ans, à tel point que la presse l'a baptisée Waity Katie, qui n'est pas du tout un surnom sympathique puisque ça veut dire la Kate qui attend. Qui attend quoi ? Qui me pose un genou à terre, chose qu'il ne faisait pas. En 2007, lasse d'attendre la demande en mariage de William, Kate le quitte et se réfugie avec sa mère en Italie. Après tous ses efforts pour faire tomber William dans les bras de sa fille, Carol ne compte pas la laisser perdre sa couronne. Le rôle de Carol Middleton est incroyable. Elle a le premier des rôles, puisque c'est elle, au moment de la rupture, qui choisit Florence et qui choisit de dire « nous allons partir en Italie, tu ne vas pas rester ici, au cœur de Londres, au cœur de l'agitation ». Et il se dit aussi qu'elle engage, Carol, un spécialiste en communication. Et que ce spécialiste en communication va avoir le rôle de dicter à Kate les petits SMS, les textos qu'elle va rédiger pour répondre à William qui continue quand même à lui écrire des messages. Bref, c'est Carol qui dit à Kate, non seulement ma petite chérie, tu vas revenir, tu vas voir, il va revenir, mais tu vas revenir en tant que future reine. La stratégie fonctionne. Après seulement 2 mois, William revient dans ses bras. Et 3 ans plus tard, leurs fiançailles sont enfin annoncées.
J'aimerais juste dire que Carole et moi sommes ravis de cette nouvelle. Aujourd'hui, Kate est un membre à part entière de la firme. La firme, c'est le surnom qu'aurait donné le roi George VI, le père d'Élisabeth II, à la famille royale. C'est une institution dans laquelle n'entre pas tout le monde, qui a ses propres codes. Et Kate, elle a vraiment adopté l'ADN Windsor. On reste à sa place et le temps fait son œuvre. Et on apprend en regardant. Il n'y a pas de manuel pour devenir princesse de Galles, comme il n'y a pas de manuel pour devenir roi ou devenir reine. Pour Kate, l'apprentissage sera long et difficile. Elle doit prendre des cours d'élocution pour savoir parler en public et surtout apprendre par cœur toutes les règles qui régissent ce monde à part. Quand on est à Windsor, on l'est à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas. On ne parle pas à table. Le roi est le premier à se lever de table et à décider quand un dîner est terminé. C'est lui qui vous adresse la parole en premier, pas vous. Vous ne le touchez pas. C'est d'abord lui qui doit vous toucher. Vous faites la révérence lorsque vous voyez pour la première fois le souverain. Vous faites une révérence lorsque vous le voyez pour la dernière fois. Il faut respecter tout un tas de règles. Il y a même des pièges. Malheur à celle ou à celui qui va éplucher une clémentine avec les mains. Surtout pas malheureux. Vous savez très bien que même pour manger une banane, il faut utiliser la fourchette, le couteau. D'ailleurs, il y a un rince-doigt, mais surtout, on ne l'utilise pas. Bref, il y a toute une série de protocoles, de us et coutumes qui se respectent en présence de la couronne. William connaît ce protocole sur le bout des doigts depuis son plus jeune âge. Kate a de son côté joué la très bonne élève. En revanche, il y en a un qui n'accepte plus ce carcan, c'est Harry, le frère cadet de William. En 2021, il prend une décision qui fait l'effet d'une bombe. Il quitte la famille royale et part vivre aux États-Unis avec sa femme, Meghan Markle. La famille royale reste un domaine assez impitoyable. C'est Dallas à l'intérieur de ce palais, donc tous les coups bas sont permis. La famille est très dysfonctionnelle, hein. Il y a des familles où les relations sont plus apaisées. William serait responsable du départ d'Harry. L'aîné de la fratrie n'aurait pas supporté l'attitude de Meghan envers Kate, et encore moins la mauvaise presse qui en a découlé. Alors on sait qu'il n'a pas hésité à en arriver aux mains, avec son frère le prince Harry d'ailleurs, qu'ils se sont battus. Le jour au lendemain, on lui a dit « tu peux partir, tu deviens problématique et tu entaches la couronne désormais, tu t'en vas ». Et tout cela sur décision quand même, on le sait maintenant, plus de William que de Charles ou d'Élisabeth. Le départ d'Harry, il est vraiment dû au prince William, qui apparemment a frappé du poing sur la table et a dit « il est hors de question que quelqu'un puisse fragiliser cette couronne qui sera un jour la mienne ». Les deux frères deviennent ennemis. Désormais libre de tout engagement royal, Harry n'est plus obligé de se taire. Harry et Meghan enchaînent alors les attaques contre la famille royale à coups d'interviews et de documentaires à scandale. En janvier 2023, Harry franchit une nouvelle étape. Il sort son livre Le Suppléant, qui fait trembler la monarchie. Une autobiographie truffée de révélations chocs sur les Windsor. Le prince Harry vient de sortir son autobiographie aujourd'hui. Il y dévoile des secrets très négatifs, mais aussi positifs. Quelques mois plus tard, en novembre 2023, les dénonciations vont encore plus loin avec la sortie du livre de leur ami le biographe Omid Scobie, dans lequel il accuse Kate Middleton d'être raciste. Malheureusement, c'est une institution qui n'était pas prête à accueillir une femme métisse. Alors, sous ces airs angéliques, Kate serait-elle vraiment raciste ? Serait-elle la responsable de l'explosion de la famille ? La racine du mal, presque, entre Harry et Meghan et le reste de la famille royale, c'est justement ces accusations de racisme, puisque Kate Middleton avait posé la question, alors que Meghan était enceinte de Archie, de savoir de quelle couleur il serait. Alors, est-ce que c'est une maladresse de formulation ? Est-ce que c'est une question qui peut paraître légitime ? Ou est-ce que c'est vraiment raciste ? Il y a autant de réponses que de personnes à qui on pose la question. Cette accusation de trop finit de rompre les liens.
Harry a commis l'impensable en justement critiquant Kate, en disant que c'était elle la méchante de l'histoire, que c'était pas du tout Meghan. Et alors ça, c'est intolérable pour William. Aujourd'hui, les relations entre les Sussex et les Galles sont inexistantes. Cette guerre fratricide remonte à l'arrivée de Meghan Markle dans la vie d'Harry en 2016. C'est elle qui serait l'élément déclencheur de ce conflit larvé. Meghan Markle, c'est une ancienne actrice américaine qui a le style américain, qui va faire des câlins, qui va prendre les gens dans ses bras, qui va dire ce qu'elle pense. Elle s'est toujours battue pour réussir à se faire un nom. Elle a enchaîné des petits boulots. Elle a fini par décrocher un rôle dans une série qui marche. Plus habituée au tapis rouge d'Hollywood qu'à la rigueur du palais de Buckingham, Meghan n'arrive pas à se frayer un chemin parmi les têtes couronnées. Du jour au lendemain, on la prive de tout. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je suis arrivée, on m'a pris ma carte bleue, les clés de ma voiture, j'ai pas de portable. Enfin, c'est la famille royale, c'est ça. C'est difficile pour elle de trouver sa place parmi une institution millénaire comme la monarchie britannique. Obtenir sa place dans la firme se paye cher. Kate le sait très bien. La princesse de Galles aurait pu aider sa belle-sœur roturière comme elle à s'intégrer. Loin de là, derrière son sourire parfait, Kate ne serait pas un ange. Lorsque Meghan rencontre Kate pour la première fois, on sait que les choses ne se sont pas très bien passées, puisque Meghan nous dira plus tard que lorsqu'elle a été reçue, assise dans le grand canapé, Kate en face d'elle, eh bien, elle a vu qu'était posé juste en face de Kate un dossier sur lequel était écrit son nom. Elle nous dira plus tard, j'ai vraiment eu l'impression ce jour-là que je passais un entretien d'embauche. Bref, d'emblée, vous voyez, les dés sont jetés. Elle n'a rien fait du tout, Kate, pour tenter de faciliter l'arrivée de Meghan dans ce cercle très fermé. Elle a mis 9 ans, elle, avant de pouvoir remonter la nef de Westminster Abbey. Il était hors de question de faciliter quoi que ce soit à Meghan Markle qui, au final, aura mis moins de 2 ans. William et Kate, et Harry et Meghan n'ont jamais vraiment réussi à former une famille unie. Car William aurait trop d'ambition et Harry trop de rancœur et de jalousie. Il y a un ressentiment du prince Harry. C'est pas facile, ça tout le monde le sait, d'être le jeton de remplacement, si on peut dire. Le prince Harry, il n'a pas tous les torts. Il faut peut-être s'en référer à la malédiction des cadets. C'est-à-dire que le prince William, il a été élevé en sachant qu'il serait l'héritier puis le roi. C'est difficile pour le cadet et notamment pour le prince Harry de trouver sa place. Il faut sans cesse se réinventer. Harry a toujours été le cadet turbulent, le rebelle. Il en veut à son frère et à Kate de ne pas l'avoir soutenu dans les moments difficiles et de ne pas avoir accepté Meghan. Harry menace aujourd'hui d'aller encore plus loin dans ses attaques. Sachant que le prince Harry a sorti son autobiographie en janvier 2023 et qu'il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il avait encore beaucoup de chapitres qu'il aimerait bien ajouter, ça sonne un peu comme une menace. C'était pas hyper sympa dans la première version. Ça s'est pas arrangé depuis. A priori, c'est pas parti pour s'arranger. Si Harry a rempli son compte en banque à hauteur de centaines de millions de dollars avec ses révélations, il a en revanche ruiné sa réputation. Car face à lui, Kate et William, trop soucieux de garder leur image parfaite, sont comme toujours restés de marbre. La ligne de conduite qui a été retenue, c'est le silence. Le silence est d'or et au bout d'un moment, l'opinion, qui n'avait pas une antipathie féroce pour Harry, au bout d'un moment, elle s'est lassée, l'opinion. Aujourd'hui, Meghan et Harry sont les membres de la famille royale qui sont le moins aimés avec le prince Andrew. Les grands gagnants, ça reste William et Kate. Les annonces fracassantes des cancers de Charles III et de Kate n'auront pas suffi à la réconciliation des deux frères. Alors qu'il a traversé la moitié de la planète depuis Los Angeles pour voir son père malade, Harry n'est autorisé à le rencontrer que 45 minutes. Un aller-retour express sans même croiser son frère William ou visiter Kate alors en convalescence. Est-ce qu'un jour, ils vont se réconcilier, notamment quand il montera sur le trône? C'est à voir. Est-ce que ça va s'apaiser d'ici là? Mais là, tout est allé trop loin. En 2024,
la firme se retrouve amputée de nombreux membres. Meghan et Harry sont partis depuis longtemps. Kate et le roi Charles III souffrant ne peuvent plus assurer sur le devant de la scène. La couronne n'est plus représentée que par une poignée de membres actifs. Ce sont ce qu'on appelle les working royals, c'est-à-dire ceux et celles qui travaillent à la gloire de l'institution monarchique. Il y a bien sûr le prince et la princesse de Galles, la princesse Anne aussi, qui est très populaire, qui est une des celles qui travaille le plus, qui a le plus d'engagement chaque année officiel. Le duc et la duchesse d'Édimbourg. C'est un monde clos qui travaille à une chose, le succès du roi. Sans son père malade, ni Kate en chimiothérapie à ses côtés, le fardeau est lourd à porter pour William. En à peine 2 ans, il a perdu ses grands-parents et s'est fâché à vie avec son frère. Il se retrouve aujourd'hui seul à assumer son futur rôle de roi. Il doit montrer l'exemple en permanence et assurer son devoir de représentation, peu importe les circonstances. Il faut savoir que l'essentiel de leur journée, c'est quand même d'aller au fin fond du pays de Galles, inaugurer des usines, visiter des maisons de retraite. C'est ça le job en fait. Et ce job rapporte gros au pays. Grâce à l'image de Kate et William, la couronne génère plus de 300 millions d'euros de revenus par an. Ils sont sur les mugs, sur les torchons et sur les pots de confiture, mais pas seulement. Ils sont aussi sur les billets de banque et sur les timbres de poste. Au niveau touristique, eh bien, la monarchie, ça rapporte. Ça attire des touristes, ça donne une sorte de soft power à ce royaume, et ça, ils le doivent grâce à la couronne. La famille royale génère énormément de profits et de bénéfices, ça rapporte beaucoup d'argent au pays, mais ça coûte aussi. Donc il faut savoir que la royauté, la monarchie, ça coûte environ 1,50 € par habitant par année. En France, on paye la même chose pour la sécurité du président chaque année. C'est aussi 1,50 €. Chaque année, la firme perçoit une très grosse subvention. Elle est d'environ 120 millions d'euros, ponctionnée directement sur les impôts des Britanniques. Cette subvention est déterminée par le gouvernement, et donc le gouvernement donne de l'argent tous les ans aux membres de la famille royale. Et cet argent ne sert pas pour leurs vacances, mais il sert à représenter la couronne. Il sert à leur voyage officiel, à recevoir du coup les ambassadeurs, etc. Il sert aussi à rénover, à restaurer les palais, à payer tous les employés qu'il y a au sein des palais. Enfin voilà, c'est de l'argent public, si vous voulez, qui sert à la famille royale pour entretenir tout ce qui les entoure. Quand la famille royale travaille, c'est le contribuable anglais qui paye. Mais certaines dépenses ne passent pas. Kate et William ont fait scandale lorsqu'ils ont dépensé plus de 5 millions d'euros de travaux pour la rénovation de leur palais de Kensington. Une lourde somme qui est restée en travers de la gorge des Anglais, car William est particulièrement fortuné. Combien pèse un prince de Galles? Eh bien, ça pèse très lourd, puisque William est milliardaire. Comment il a accumulé cette fortune, puisque tout le monde pense dans l'imaginaire qu'un prince de Galles, ça ne travaille pas, ça fait pas grand-chose. Donc comment il a d'énormes rentrées d'argent comme ça? Eh bien, ça vient de plusieurs activités. Il y a d'abord la fortune personnelle de William, qui est estimée aux alentours de 30 millions d'euros. Il y a eu des héritages dans cette histoire. Il y a eu l'héritage de Diana et celui de la reine Elisabeth II, qu'on estime à environ 19 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme. William renvoie l'image d'un homme simple, avec son style sobre et classique. Et pourtant, en devenant prince de Galles à la mort de la reine Elisabeth II, il a hérité d'une fortune colossale. Quand vous devenez prince de Galles, vous avez en apanage, ça peut paraître très étonnant, un duché qui est celui de Cornouailles, qui représente un portefeuille d'actifs mobiliers et immobiliers très important, 52 000 hectares de terre avec des propriétés agricoles. C'est un peu comme le Monopoly, si vous voulez. Ce sont des territoires et à chaque fois qu'on a quelque chose sur ce duché, on doit de l'argent au prince de Galles. Par exemple, le roi Charles a sa résidence d'Highgrove, qu'il payait lui-même à l'époque puisqu'il était duc de Cornouailles. Comme il a refilé ce titre à son fils, il doit aujourd'hui un loyer à William qui avoisine les 800 000 €, donc ce qui est quand même pas mal. William perçoit notamment les loyers des 260 fermes du duché, ou encore les bénéfices de Stonehenge, le célèbre monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son statut de prince de Galles a fait grimper en flèche ses revenus
de 600%. Le duché de Cornouailles rapporte à peu près 25 à 28 millions d'euros par an. Ça lui sert à payer évidemment ses employés. Ça lui sert à payer aussi sa famille, c'est-à-dire les vêtements, l'éducation des enfants, etc. Il paye des impôts, mais sur la base du volontariat. Donc c'est assez opaque quand même. Côté finance, les Windsor ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont riches et comptent bien le rester de génération en génération. Si le duché rapporte autant à William aujourd'hui, c'est grâce à son père qui, avant de devenir roi, y a créé un véritable empire en plus de 50 ans d'exploitation. Il est évident que le prince de Galles, Charles, avant de devenir roi, a profité de ce duché de Cornouailles, l'a fait fructifier, il faut lui reconnaître quand même qu'il en a fait un vrai business. Il a créé une marque de biscuits, vous pouvez aussi acheter des tasses, du miel, il y a tout un business. Ah non, mais les Windsor, le business, ils connaissent. L'argent, ils connaissent. Les Windsor ne connaissent en revanche ni la crise ni l'inflation. Depuis le XIVe siècle, la monarchie a accumulé des biens inimaginables. Ils ont des bijoux personnels, de l'ordre de 60 millions d'euros à peu près. Donc des tiares qui n'appartiennent pas à la couronne. Ils ont des voitures pour l'ordre de 8 millions d'euros, qui sont à eux. Ils ont une collection de timbres qui a été commencée au début du XXe siècle, de l'ordre de 110 millions. Enfin voilà. Donc tout ça fait beaucoup d'argent. Puis ils ont 2 châteaux, donc Balmoral et Sandringham, à peu près entre 250 et 280 millions d'euros chacun, qui sont à eux. Donc on est finalement dans une mécanique très complexe où il y a des flux d'argent entre les membres de la famille, entre le privé et le public. Et en fait, personne n'y comprend vraiment rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne manque de rien. Le patrimoine des Windsor s'élève donc à plus de 20 milliards d'euros. Une somme faramineuse qui pourtant ne les classe pas en première position des monarchies les plus riches d'Europe. Alors oui, ils sont beaucoup plus riches que les Espagnols, et notamment le roi Felipe VI, qui, et ce n'est pas lui faire injure, n'a pas grand-chose. Mais ils sont beaucoup plus pauvres, finalement, que la famille princière de Liechtenstein, qui est parmi les plus riches d'Europe et du monde. Donc bien sûr, on est sur des ordres de valeur qui peuvent nous choquer, qui sont très impressionnants, mais rappelez-vous que le roi de Thaïlande a une fortune estimée à 30 milliards de dollars, que le roi d'Arabie Saoudite a une fortune estimée à 18 milliards de dollars. Avec ses millions en poche, William a largement de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis, sont le futur de la monarchie. Grâce à eux, Kate et William perpétuent la tradition en offrant une succession à la couronne. Le principe même d'une monarchie et d'une reine, c'est de donner des enfants au royaume. On peut contester le principe qui est tout sauf démocratique, qui est adémocratique par définition, mais néanmoins, ça c'est important, c'est d'avoir une descendance. Et là, pour le coup, on peut se dire qu'avec 3 enfants et en plus un roi en devenir, Kate Middleton a fait le job. Kate et William ont fait des enfants à leur image. Ils sont beaux, bien élevés et souriants, et surtout, ils respectent depuis leur naissance le même strict protocole que leurs parents. Ils ont fait des enfants de papier glacé, des enfants de magazine, à savoir George, qui a aujourd'hui 10 ans, qui est déjà parfaitement coulé dans le moule. On le voit dans ses petits costumes bleus, avec sa cravate, avec sa chemise. Il est parfait, il se tient droit comme son père. Il est d'ailleurs très proche de son père, dont un jour il sera l'héritier. On sent déjà, alors qu'il a une petite dizaine d'années, le poids en fait de ce que ça représente. On sent que c'est un petit garçon qui n'a pas forcément très confiance en lui. C'est un petit garçon qui est très sensible, qui avait en tout cas un peu de mal à se faire des amis à l'école, qui est très proche de sa mère. Il a besoin d'être rassuré parce que ses parents lui ont dit quand il avait 7 ans, un jour tu seras roi. Et qu'est-ce que ça veut dire? On sent qu'il a une vraie conscience de ce que c'est. Il a aussi une conscience du fait qu'il choisira pas sa vie. Comme son père n'a pas choisi la sienne, ni son grand-père. Un jour il sera roi, ça lui plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. George a un destin tout tracé. Il n'est même pas sorti de l'enfance qu'il est déjà obligé de montrer l'exemple, comme ses parents. Ce futur roi sait que sa vie ne sera faite que de devoirs et de représentations. Pour l'épauler dans cette lourde tâche, Kate et William comptent sur sa sœur Charlotte. La princesse Charlotte, de la vie générale, c'est une tornade. Et elle a une confiance en elle absolument démentielle. À chaque fois qu'il y a des sorties publiques, elle est là, elle fait coucou à tout le monde, elle reprend ses frères, fais pas ci, enlève ton doigt de ton nez. Elle gère. Elle est vraiment, alors elle est née pour être sous les spotlights, quoi. C'est vraiment une petite princesse en herbe. Charlotte, c'est sans doute la mini-princesse Anne. C'est-à-dire une cadette qui un jour sans doute
aura le titre de princesse royale. Et puis, elle sera sans doute un soutien, un pilier. Avec Charlotte, Kate et William font tout pour ne pas perpétuer la malédiction du cadet comme avec Harry. Si la petite fille ne semble pas marcher dans les pas de son oncle, le petit dernier de la fratrie, Louis, a en revanche de sérieuses ressemblances avec le rebelle de la famille royale. Louis, le petit dernier, la tornade, on l'a découvert au moment du jubilé d'Élisabeth II. Il est ingérable, il est trop mignon, il fait absolument n'importe quoi, il fait des grimaces, il passait des genoux de son grand-père à ceux de son père, il tire les cheveux de sa mère, il tire la langue, il fait des grimaces, il est ingérable. Le petit Louis qui fait rire la presse tout entière, qui s'amuse au balcon à saluer la foule, à tirer sur les avions, à tirer la langue aux journalistes, qui s'affichent déjà comme le futur rebelle du clan. Et en même temps, c'est le petit dernier. Elle a fait l'héritier avec Georges. Elle a fait la suppléante avec Charlotte. Et celui-là, entre guillemets, il est pour elle. C'est son petit dernier, c'est son petit bébé. C'est voilà, le dernier enfant qu'elle aura probablement. En public, lorsqu'ils ne sont que tous les deux, Kate et William sont en permanence dans le contrôle de leur image. Mais avec leurs enfants, le vernis craque. En leur présence, ils montrent parfois leur vrai visage, surtout depuis l'arrivée de Charles sur le trône. Depuis la mort de la reine Elisabeth II, on a l'impression que le protocole a un petit peu bougé, que Charles aurait fait bouger les lignes justement pour que ça corresponde un petit peu plus à l'époque dans laquelle il vit. Et donc, les démonstrations d'affection sont un petit peu plus autorisées, notamment envers les enfants. On a déjà vu Kate, effectivement, taper les fesses de William lors d'un événement important qui était les BAFTA. Donc là, on voit déjà que c'est décomplexé. Mais maintenant, on a vu d'autres gestes envers les enfants. On les voit les serrer dans les bras, on les voit leur caresser la tête, les prendre par la main. Et il y a une image qui a attendri tout de suite, c'était de voir Charles dans son rôle de grand-père qui faisait bouger Louis sur ses genoux et qui chantait avec lui quand il était totalement infernal et incontrôlable au jubilé. Ce sont des images qu'on n'aurait pas pu voir vraiment du temps d'Élisabeth II. Élisabeth II et Charles III n'ont jamais montré aucune marque d'affection à leurs enfants en public. À 42 ans, Kate et William cassent les codes de la monarchie. Ils s'affichent comme des parents modernes, soucieux du bien-être de leur descendance. Élisabeth II a toujours fait passer la couronne avant sa famille. Aujourd'hui, on assiste à un changement, c'est-à-dire que Kate Middleton et William, leur priorité, c'est leurs enfants, c'est la famille. Ils le prouvent encore aujourd'hui. Lors de l'annonce de son cancer sur les réseaux, Kate tient avant toute chose à protéger ses enfants. Alors que la monarchie vit actuellement ses heures les plus sombres, la couronne n'est pas leur priorité. Ce qui occupe vraiment le quotidien de Kate et de William, ce sont les enfants. Ils perpétuent un peu l'héritage de Diana, qui avait été la première à dire, on s'en souvient, avec William et avec Harry, moi, je veux surtout être une mère avant d'être une princesse. C'est vraiment la chose qui les réunit. William et Kate mettent un point d'honneur à s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. Ce sont eux qui vont les déposer à l'école, qui vont les chercher, ils s'occupent des devoirs. On sait aussi que Kate adore faire la cuisine avec les enfants le soir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui les rend modernes. Avec ses enfants, Kate tente de reproduire l'enfance dorée qu'elle a elle-même vécue. De son côté, William essaye surtout d'être un meilleur père que le roi Charles III. C'est-à-dire que c'est un père qui est très présent et qui a bien compris que son rôle, c'est d'être un bon roi, mais c'est aussi d'être un bon modèle pour Georges. Quand tout petit, le prince Georges a voulu faire de la danse, il a été inscrit au cours de ballet. Ça posait pas de problème. Alors qu'il y a eu des retombées médiatiques, une télé américaine, je me souviens, qui s'est moquée du prince Georges, et on lui a posé la question, quelle serait votre réaction si un de vos enfants était gay? Il a dit, mais il n'y a pas de souci. Il a même été plus loin, il a dit, mais bien sûr, je le soutiendrai. Je suis pas sûr qu'on dise ça dans toutes les familles, aussi bien au Royaume-Uni que dans le monde entier, et encore moins dans les familles royales. Même si Kate et William font tout pour protéger leurs enfants, chaque fait et geste de Georges, Charlotte et Louis sont scrutés et analysés dans les médias. Qu'ils le veuillent ou non, les enfants des Galles sont déjà prisonniers de leur image. Ce sont des enfants qui ont été observés par le monde entier, déjà à leur jeune âge. Charlotte a déjà fait la une des magazines. On va continuer à observer ces enfants grandir, avoir des histoires d'amour, accéder au trône, ou pour les cadets, soutenir leurs frères. C'est étonnant, mais c'est un destin qu'on a du mal à imaginer, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix, surtout pour l'aîné.
Depuis leur naissance, les 3 enfants de Kate et William sont surexposés. Et ils le seront jusqu'à la fin de leur jour. Alors, pour leur donner un semblant de vie normale, à l'abri des regards, Kate et William décident à l'été 2022 de quitter leur immense palais de Kensington pour Adelaide Cottage, une demeure plus intime, à la campagne, cachée derrière le château de Windsor. Ils se sont installés dans Adelaide Cottage, qui est alors c'est une très, très très jolie demeure, mais qui est beaucoup plus petite que celle dans laquelle ils résidaient auparavant. Et en fait, il y a 4 chambres. Donc si on fait le compte, il y a 3 chambres pour les enfants et une chambre pour Kate et William. Donc, pour les curieux, ils dormiraient ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas à Kensington Palace, où il y avait plus d'espace. Et ce qui veut surtout dire qu'en fait, ils n'ont pas de personnel à domicile. Il n'y a pas de nanny, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas de majordome, il n'y a pas du tout l'espèce de décorum qu'on peut imaginer et auquel, par exemple, le roi Charles est habitué. Pour le coup, lui, a vraiment un valet de pied, un valet de chambre, etc., etc. Bref, on est dans un petit monde fermé, privilégié, au vert, loin de Londres. Ce sont des gens qui vivent entre eux. Et c'est normal parce qu'ils sont tellement observés. Ils ont besoin de retrouver cette forme d'intimité autant que possible. Le choix d'Adelaide Cottage permet aussi à la famille de se rapprocher d'une des meilleures écoles d'Angleterre, la Lambrook School. Kate et William ont scolarisé leurs 3 enfants dans cette école d'élite qui forme les futurs dirigeants du pays. Aujourd'hui, George, Charlotte et Louis vont à Lambrook School, qui est une école à 10 minutes de chez eux, donc très proche du domaine de Windsor où ils vivent. C'est une école privée, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Mais pour avoir ce confort, il faut débourser notamment pour Georges environ 8 000 € et pour Louis le plus petit, 5 000 € par trimestre, pas par année. Par trimestre, donc faites le calcul, ça revient quand même assez cher. Et pourquoi on paye assez cher? C'est parce qu'on a une éducation plus. On a des activités un peu hors du commun, on fait de l'apiculture, on a un studio de danse, on a une piscine presque olympique, on a même un parcours de golf. Donc voilà pourquoi on paye si cher, c'est pour une éducation tout ce qu'il y a de meilleur et aussi des activités tout ce qu'il y a de meilleur aussi. Sous leurs airs de famille simple, rien n'est trop beau pour leurs enfants. Kate et William dépensent des fortunes dans leur éducation au quotidien. Et même s'ils sont très présents pour George, Charlotte et Louis, ils ne peuvent pas se passer de leur nounou, Maria Borello. Sa présence est un atout majeur pendant la chimiothérapie de Kate. Très affaiblie par son cancer, la princesse peut difficilement s'occuper de ses enfants. William et Kate, quand ils ont eu Georges, ils ont choisi le top du top, la crème de la crème dans le milieu des nourrices, qui a été formée dans un institut en Angleterre. Maria Borello, elle sort en fait d'une école qui est située à Bath, qui est en fait le camp d'entraînement des super nounous pour l'aristocratie du monde. À 47 ans, Maria est logée, nourrie et blanchie par les Galles. Elle profite d'un environnement luxueux et d'un salaire plus que confortable, environ 100 000 € par an. Mais en contrepartie, elle donne sa vie à la couronne. Elle est là tout le temps pour les enfants, d'ailleurs elle leur consacre entièrement sa vie. Et ce qui plaît à Kate et William, c'est que justement Maria n'est pas mariée, n'a personne dans sa vie, n'a pas d'enfant, donc elle n'a qu'à penser aux 3 têtes couronnées. Cette super nanny d'origine espagnole s'occupe des 3 enfants princiers depuis leur naissance. Elle connaît le protocole de la couronne sur le bout des doigts et impose une éducation stricte à ses futures têtes couronnées. C'est une éducation quand même vieille Angleterre, puisqu'on sait très bien qu'il y a des termes, en tout cas, qui vont être absolument bannis. Par exemple, le mot kids ou gamin ne sortira jamais de la bouche de cette royale nounou. Alors le pantalon est interdit jusqu'à l'âge de 8 ans, donc avant on porte ce qu'on appelle la culotte courte. Bon, mais en public, il y a toujours cette image lisse, tout doit être parfait. On a vraiment des looks très très classiques, très conservateurs. Maria Borello elle-même porte un uniforme obligatoire au quotidien. Un tailleur-jupe avec des collants couleur chair, un petit chapeau et des gants blancs. Mais derrière cette tenue très classique, Maria a tout d'un garde du corps chevronné, prête à risquer sa vie pour les enfants.
Pourquoi ils sont tombés sur la perle rare? Parce que Maria Borello, c'est tout simplement Mary Poppins qui aurait rencontré Liam Neeson, puisqu'elle est capable de faire le goûter des enfants, elle est capable de leur apprendre à faire de la broderie, à faire des activités manuelles, tout ce genre de choses, mais aussi elle sait réagir en cas de danger, parce qu'elle a été formée à la self-défense, elle a été formée à repérer des terroristes, à un petit peu prévoir des menaces d'enlèvement, et s'il le faut, pour chasser les paparazzis, elle peut conduire de manière musclée dans les rues de Londres pour protéger George, Charlotte et Louis. Maria Borello n'est pas la seule à assurer la sécurité des enfants. Une armée de gardes du corps est toujours sur ses gardes. Car avec l'éducation, la sécurité est le point le plus important pour Kate et William. William veut quelque chose de simple, de normal. Il ne veut pas que les enfants tombent nez à nez avec des gardes du corps partout. Donc ce qui a été fait autour de Adelaide Cottage, c'est qu'il y a des portes par lesquelles il faut accéder. Et bien sûr, ces portes sont gardées. Il y a apparemment 7 portes, donc on imagine autant de sécurité autour. Mais ce ne sont pas des agents de sécurité voyants. Le couple craint plus que tout le kidnapping de sa progéniture. Depuis toujours, William vit dans la paranoïa d'un enlèvement ou pire, d'un meurtre. Quand William était enfant et qu'il a commencé à aller dans des écoles publiques, enfin en tout cas où il y avait d'autres enfants avec lui, avant même qu'il fasse sa rentrée, on a fait changer des fenêtres pour mettre des fenêtres blindées. Le prince Harry a dit dans ses mémoires qu'il avait une puce GPS sur lui. On leur apprend à mentir, même s'il le faut. Il y a la petite anecdote où on se dit qu'un paparazzi en fait, arrive sur une plage de Cornouailles et il voit le prince George avec sa grand-mère Carol Middleton qui sont en train de profiter de la plage. Et il fait comme s'il ne reconnaissait pas le petit garçon et il commence à lui parler et il lui demande comment il s'appelle et il lui dit « je m'appelle Archie ». Avant même que le vrai Archie naisse, eh bien George, on lui avait appris en fait, à prendre un autre prénom pour dire qu'il n'était pas le vrai prince. C'est des petites choses comme ça qu'on leur apprend. Il y a toujours une sécurité maximale autour d'eux. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont été habitués à vivre dans la crainte. Même pendant les vacances, la sécurité est à son maximum, car l'avenir de la couronne en dépend. Kate et William ont du coup des gardes du corps constamment, qui sont en fait des gardes détachés des services secrets britanniques. Même pendant leurs vacances, les agents vont les suivre. Pour leurs vacances, Kate et William ne lésinent pas sur les moyens. S'ils ne partent pas dans leur château de Hanmer Hall ou dans les îles Scilly qui leur appartiennent, ils se rendent l'hiver dans la très chic station de Courchevel ou l'été sur la très huppée île Moustique en plein cœur des Caraïbes. Pour 30 000 € par semaine, ils y louent une villa à grand luxe. Un prix conséquent qui leur garantit la tranquillité, car cette île, interdite aux médias, est gardée par un ancien agent de Scotland Yard. Les vacances luxe, j'ai envie de dire, all inclusive, 5 étoiles, tout ce que vous voulez. C'est sur une île qui s'appelle l'île Moustique, qui est celle de Richard Branson, qui était donc le patron de Virgin. Et pourquoi ils adorent cette île? Déjà, ça se trouve au milieu des Caraïbes. Je vous laisse imaginer le paysage qu'ils peuvent avoir. Il fait très beau, très chaud, le soleil est au rendez-vous. Mais surtout, c'est une île qu'on ne peut pas approcher comme ça, puisqu'il est impossible de la survoler. Donc ça veut dire pas de paparazzi, donc tranquillité au maximum, et c'est ce que veulent Kate et William quand ils passent des vacances avec les enfants. Ils savent que là, personne ne va sortir un téléphone pour les photographier, qu'ils vont pouvoir aller au restaurant comme n'importe qui, pouvoir faire des parties de beach volley en famille justement comme n'importe qui aussi, sans se soucier du regard des autres. Avec tous leurs privilèges et leurs fortunes, Kate et William entretiennent le mystère jusqu'au bout. Ils ont appris au fil des années à donner la juste dose d'informations aux médias pour obtenir la paix dans leur vie privée. À la fois, ils incarnent une institution qui fait rêver. Regardez le succès de The Crown. Tout le monde a envie de savoir ce qui se passe derrière les grilles de Buckingham. Et d'un autre côté, ils ont aussi ce petit côté star glamour. Malgré la terrible annonce du cancer de Kate, l'avenir de la famille royale se retrouve aujourd'hui entre leurs mains. Depuis le jour de leur mariage, le 29 avril 2011, devant plus de 2 milliards de téléspectateurs, le couple princier fait rêver. Même si on n'est pas fan, on n'est pas passé à côté de ce moment incroyable. Kate et William, c'est le mariage du siècle. C'est le couple parfait de la famille royale. C'est même le couple parfait dans le monde entier. On avait, pour le coup, l'impression d'assister à un véritable conte de fées.
c'est dans ces moments-là, et notamment dans les mariages, que les Windsor font rêver le monde. C'est une usine à rêves. Et tant qu'ils feront rêver le monde, ils continueront à rester sur le trône. En 2024, le prince William et sa femme Catherine incarnent à eux seuls le renouveau de la couronne. Le prince William, c'est aujourd'hui 67% d'opinion positive. Kate, c'est 63% d'opinion positive. Donc ce sont vraiment les rockstars de l'institution. Kate et William, c'est simple, c'est les plus populaires de la monarchie. Ils représentent un vent de fraîcheur et avec leurs 3 enfants, ils représentent sans conteste un atout pour la couronne et l'avenir de la monarchie. Avec ses 1000 ans d'histoire, la monarchie britannique est l'une des plus anciennes du monde. Avec Charles III à sa tête, la famille royale porte un héritage vieux de plusieurs siècles. Et pourtant, depuis quelques années, l'image de cette monarchie se ternit. Il y a quand même un mouvement de fond au Royaume-Uni qui remet en question quand même la présence et l'existence de la famille royale. Seuls 30% des Britanniques entre 18 et 24 ans se disent favorables à la monarchie. Une partie de la société actuelle n'accepte plus les privilèges et le protocole strict des Windsor. Chez les jeunes, on sent beaucoup moins d'attachement pour la couronne, qui regarde ça comme un monument un petit peu figé dans le temps. Et donc, c'est quand même quelque chose qui alarme quand même la famille royale. Ils peuvent espérer qu'ils auront un atout jeunesse en la personne du prince William qui sera amené à régner. En 2024, Charles III, le roi malade âgé de 75 ans, souffre d'une image vieillissante. Avec ses problèmes de santé, une abdication est donc aujourd'hui une option envisageable. Kate et William embrasseront un jour la merveilleuse couronne de Saint-Édouard, celle qui couronne les rois. Avant, il semblerait qu'il s'écoule encore un peu de temps. Eh bien, j'espère qu'il ne s'en écoulera pas trop. Chez les Windsor, l'abdication est toujours un tabou. Et forcément, avec une Élisabeth II qui a été jusqu'au bout le devoir chevillé au corps, on n'imagine pas Charles III abdiquer. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. La santé de Charles III n'est peut-être pas la santé de fer d'Élisabeth II. On pourrait imaginer, ce serait une grande surprise, mais pourquoi pas, qu'il passe le relais. Ça serait très moderne. Ça serait considéré qu'être roi n'est plus tant un devoir sacré qu'un job. J'espère que la révolution de Charles III va être de comprendre, d'accepter l'idée qu'une couronne, ça se porte jaune, que son image à lui, elle est ternie. Que ce que l'on attend, que le monde attend, c'est littéralement William et Kate sur le trône. Je pense que William sera un bon roi, mais je suis en revanche convaincu que Catherine sera une très, très grande reine. À 42 ans, William et Kate sont d'ores et déjà mûrs pour le trône. Que le roi abdique ou non, ils continueront à perpétuer la tradition monarchique. Cette institution millénaire n'a pas fini de faire parler d'elle.